Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir non pas un rédacteur en chef, mais deux rédacteurs en chef. Il s'agit de Laura et de José Martinez, les dirigeants d'Amplitude. Bonjour José, bonjour Laura. Bonjour Céline. On est ravis de vous accueillir sur notre plateau. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif de l'actualité avec tout ce qui se passe là, notamment sur le Moyen-Orient. Il y a eu de nombreux vols annulés avec des clients bloqués, j'imagine, dans les monarchies du Golfe et peut-être ailleurs dans le monde. Comment ça s'est passé pour les clients d'Amplitude ? Eh bien, plutôt bien, si on peut dire ça comme ça. Nos équipes ont été mobilisées dès le samedi 28 février pour travailler tout le week-end à chercher des solutions pour rapatrier en priorité tous les clients qui étaient à destination, notamment à Dubaï et aux Maldives pour nos clients, et tous les clients en partance imminente pour pouvoir les rerouter sur des itinéraires alternatifs. Aujourd'hui, tous nos clients ont eu des solutions qui leur ont été proposées. Ils sont tous rentrés pour ceux qui sont restés bloqués à destination. Et pour ceux qui étaient en partance et qui vont être en partance, tous ont eu des solutions de rerouting alternatif et ou de report de voyage quand des solutions n'étaient pas possibles. Bon, là, on voit bien la valeur ajoutée, si je peux dire, d'une agence de voyage quand il y a des crises aussi importantes que celle-ci. Complètement. C'est souvent dans ces moments-là aussi que toute la valeur d'un accompagnement personnalisé, de conseillers qui sont experts de leur destination, d'équipes formées à l'aérien prend tout son sens. Et c'est tout ce savoir-faire et cette disponibilité aussi des équipes qui fait partie intégrante du service qu'on propose et qui prend de la valeur dans des situations de crise. C'est dommage que parfois toute cette valeur soit mise en lumière uniquement dans des moments comme ça, mais c'est vrai que c'est aussi quand les choses ne se passent pas bien qu'on voit toute la valeur d'une agence. Voilà. Donc là, justement, vous avez également récemment ouvert une nouvelle agence à Bordeaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien vous avez d'agences et puis un petit peu quels sont vos objectifs de développement sur ce secteur-là ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous disposons donc de 4 agences, 2 agences à Toulouse, une agence à Paris et une agence récemment ouverte fin janvier sur Bordeaux. Notre stratégie d'ouverture d'agence, elle repose à la fois sur notre portefeuille de clients, donc pouvoir ouvrir des lieux pour les accueillir, pour aller à leur rencontre, mais aussi est très portée par la dynamique des grandes villes, parce que notre clientèle est exigeante. C'est aussi dans les grands bassins d'emploi qu'on a la plupart de nos clients qui travaillent et donc habitent. Et notre stratégie, si elle continue à se développer dans les futures années, sera de targeter effectivement des grandes villes françaises ou limitrophes francophones. Et justement, comment ça se passe ? Alors c'est vrai que c'est récent l'ouverture de l'agence de Bordeaux, mais est-ce que les premiers résultats sont satisfaisants ? Alors, on a reçu un accueil excellent déjà de nos voisins proches. On s'est installé dans un quartier qui est très dynamique, qui est le quartier des Chartrons à Bordeaux, qui est très porté par une approche artisanale, beaucoup d'antiquaires, beaucoup de métiers d'art qui correspondent tout à fait à notre ADN. Donc l'accueil des commerçants voisins a été excellent et du coup par essence de nos clients aussi. Donc on a fait une soirée d'inauguration avec à la fois des clients, des prospects. Tous étaient ravis de se retrouver là et on a déjà commencé à réaliser quelques premières ventes avec de nouveaux clients bordelais, donc on est très contents. Alors vous avez une particularité, c'est que vous ne vendez que votre propre production, hein, c'est pour Exactement. le rappeler. Oui, que notre propre production. Donc on a une équipe dédiée à la production de voyages qui construit des itinéraires, qui source des prestataires, qui s'occupe de négocier tous les contrats et qui nous permet d'être totalement libres et de cultiver ce qu'on appelle nous du vrai sur mesure, qui est de partir d'une page blanche pour chaque projet que les clients nous confient et qui nous permet aussi de totalement adapter le voyage aux personnalités de nos clients, à leur façon de voyager, à ce qu'ils aiment faire et qui nous donne du coup cette liberté immense de pouvoir créer des voyages d'exception. Donc chaque année, vous lancez un catalogue. C'est un catalogue un petit peu que vous avez renouvelé depuis le Covid, c'est ça ? Tout à fait. On a relancé l'édition de ce qu'on appelait une brochure, qu'aujourd'hui on appelle magazine, qui est
un plaidoyer pour le voyage sur mesure qui permet de raconter le voyage de façon différente par des articles de fond, des interviews menées avec des artisans à destination, des chefs par exemple au Pérou, et qui permet à nos clients d'être une véritable source d'inspiration en fait, comment on peut voyager différemment, qu'est-ce que nous on va leur apporter comme expérience différenciante. C'est aussi ça le rôle d'une agence, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi de pouvoir permettre à des clients de vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre s'ils ne passaient pas par une agence. Et donc, on essaye de sélectionner une quinzaine de destinations par an pour déjà mettre en avant des destinations inconnues qui sont moins dans l'air du temps, pour inciter aussi nos clients à les découvrir et à voyager un peu à contre-courant. Voilà. Alors, quelles sont les destinations qui ont le vent en poupe actuellement ? Et quelles sont celles qui ont un peu plus de mal? On parle souvent des États-Unis, là, qui n'a pas bonne presse. Oui, malheureusement, les États-Unis, qui a longtemps été notre première destination, pâtit de la situation géopolitique mondiale. Voilà, c'est un fait. C'est vrai que l'inflation post-Covid aussi n'a pas beaucoup aidé à redorer le blason de la destination. C'est un vrai frein pour les Français aujourd'hui. Mais du coup, d'autres destinations prennent le pas. Le Canada a beaucoup pris le relais sur les États-Unis. Et sinon, dans les destinations qui fonctionnent toujours très très bien et qui ont littéralement explosé ces dernières années, on retrouve le Japon en tête, comment on peut dire du top. Du top, voilà. C'est la destination numéro 1 depuis 2 ans pour nous, suivie de la Tanzanie, la Polynésie française, des États-Unis qui du coup se placent en 4e position et des Seychelles pour le top 5. Ok, voilà. Et justement, on retrouve quand même la Tanzanie, qui est quand même une destination qui a connu des difficultés. On connaît la liste noire, oui. Il y a eu l'assurance avec Zanzibar, et quand même les États-Unis qui, malgré, on va dire, le désamour actuel, restent quand même dans le top 5. Oui, parce que c'est une destination qui incarne beaucoup d'idéaux du voyage, le road trip, la liberté, les grands espaces. Donc oui, il y a cette situation et voilà, moi je ne suis pas là pour la commenter, mais c'est vrai que certains voyageurs arrivent quand même à se dire je pars en voyage pour visiter les États-Unis en faisant fi de la politique que je valide ou pas, etc. Donc oui, c'est une destination qui reste quand même, qui a toujours été dans le cœur des Français et qui, je pense, le reste en partie et qui fait que voilà, aujourd'hui elle a été déclassée en 4e position, mais on ne sait pas ce qui se passera dans les prochaines années, mais si la situation est amenée à évoluer, elle pourra peut-être remonter. Et le Japon, vous expliquez comment cette explosion ? Je pense que c'est assez culturel. Il y a une vraie explosion du soft power japonais avec la culture manga qui a complètement envahi la culture, en particulier des générations qui nous succèdent et voilà, il y a un vrai imaginaire autour du Japon. C'est un pays qui est très stable aussi politiquement, très sécurisé. Et qui a beaucoup à offrir parce que c'est un petit pays mais il y a beaucoup de choses à faire. Des grandes villes, de la campagne, toute la région de la mer intérieure qui est absolument magnifique. Donc il y a un vrai attrait pour cette destination qui pour moi est insufflé pour toute cette culture qui s'est importée en France aussi petit à petit. Nous on le voit bien rue Sainte-Anne, là où est située notre agence parisienne, on est au milieu du quartier japonais et voilà, il y a un engouement incroyable pour cette culture-là. Donc, alors, on va changer un petit peu de sujet. Vous avez rejoint l'entreprise il y a maintenant 7 ans. Vous venez de l'univers du luxe. Tout à fait. Est-ce que c'était un plan pour vous d'intégrer l'entreprise familiale ou ça a été une opportunité Comment c'est venu ? C'est venu petit à petit. C'était pas du tout mon projet. Moi, j'ai vraiment eu un parcours très classique avec objectif principal de rejoindre des maisons de luxe, d'y faire ma carrière plutôt en marketing communication au départ. Et puis, on est une famille où on se parle beaucoup, où on aime bien échanger. Et c'est vrai qu'il y avait des problématiques qui étaient remontées, en particulier pour notre agence parisienne, parce qu'on recherchait à l'époque un directeur de site pour le site parisien. Et après quelques années, moi, dans l'industrie du luxe, à l'étranger et à Paris, en fait, l'idée m'a un peu envahie petit à petit. Voilà, c'était un long processus, surtout arriver au constat de se dire « je peux y aller, mais j'ai rien à perdre ».
j'ai tout à y gagner. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je saurais faire autre chose aussi. Et je pense que quand on y va aussi avec l'esprit libre, pas de contraintes, et qu'on se dit que tout peut arriver, finalement, c'est là où les choses se passent le mieux. Oui, et alors est-ce que ça a été compliqué d'intégrer l'entreprise quand on est la fille du fondateur? Comment ça s'est passé? Alors oui, c'est très compliqué. Voilà, c'est quand on arrive, qu'on a 29 ans, qu'on fait beaucoup plus jeune que son âge par ailleurs, et qu'on prend une équipe qu'on n'a pas choisie, qui est une équipe qui a ses habitudes, qui a aussi un mode de fonctionnement. C'est compliqué, évidemment. Pour moi, par contre, il y a toujours eu une issue qui était très claire, c'est celle du travail. C'est qu'avec le travail, on peut faire ses preuves, et avec le travail, on peut montrer aussi la voie et embarquer les équipes avec nous. Donc ça a été ma stratégie personnelle. Et c'est, pour l'anecdote, peut-être 1 an après ma prise de poste, un soir où il y avait une collaboratrice qui était encore là à l'agence, elle vient me voir, on discute, elle me dit « Tu sais, on t'attendait beaucoup au tournant. » Je lui dis « Oui, je pense que j'ai compris, oui. » Et donc, elle m'a dit « Mais en fait, quand on a vu que tu te remontais les manches, que tu étais là le samedi, que tu étais là le matin, le soir, avant tout le monde, après tout le monde, en fait, on a compris qu'on n'aurait pas grand-chose à te reprocher et que en fait on allait tous dans la bonne direction et dans la même direction et voilà. Et donc je pense que finalement avec du recul ça a été le bon choix. Il y aurait sûrement des choses à refaire et pour les faire bien mieux que ce que ça a été, enfin, de la façon dont ça a été fait, mais en tout cas oui c'était difficile, mais le travail permet quand même de poser des bases saines dans ce type de contexte. Oui, c'est une valeur que familiale quand même. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler. J'ai beaucoup baigné aussi dans la culture travail en étant enfant parce que, en étant fils ou fille d'entrepreneur, c'est la réalité. En fait, une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est des week-ends, toutes les vacances. Et en fait... voilà, par comment dire, capillarité directe, on capte toutes ces choses-là. Et c'est aussi une valeur qui m'a beaucoup aidée dans mes expériences précédentes également et qu'aujourd'hui, je continue à cultiver et que j'essaye de distiller avec nos collaborateurs, mais aussi à moi, à titre perso, dans ma famille. Voilà. Donc là, vous avez décidé, il y a 1 an ou 2, je crois, du coup, de prendre les rênes après donc José Martinez, qui est votre papa. Oui. Ça aussi, c'est une autre étape. Complètement, c'est un changement d'échelle parce qu'aujourd'hui, depuis 7 ans, moi, je me suis concentrée sur toute la partie loisirs, vente individuelle sur mesure. C'est une équipe d'une 40aine de personnes. À l'échelle du groupe, on est 170. Donc déjà, il y a un changement d'échelle qui est important, ne serait-ce que sur la responsabilité de l'ensemble des collaborateurs et sur les métiers, puisqu'il y a tout le métier dit de business travel, TMC, qui est un métier que j'ai touché de loin à mon arrivée, en fait, finalement, avec toute la partie... parce qu'il y avait des équipes qui étaient mixtes, en fait, sur le site de Paris, pardon. Et que je reprends un petit peu en main au fur et à mesure aujourd'hui. Donc c'est un nouvel apprentissage et un autre métier. Voilà. Donc oui, c'est... Alors récemment, c'était la journée internationale du droit des femmes. Oui. Et je me demandais si justement, c'est vrai que c'est un métier très féminisé, le voyage, notamment le loisir. Alors sur les plateaux d'affaires aussi, il y a pas mal de femmes. Mais c'est vrai que dans les fonctions de dirigeants, elles sont beaucoup moins nombreuses. Oui. Et du coup, je me demandais si c'était aussi un challenge pour vous ou pas forcément. Aujourd'hui... je ressens pas trop ça. C'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un challenge particulier d'être une femme dans nos secteurs d'activité qui est en effet très féminisé. Pas au niveau des têtes dirigeantes, mais qui est très féminisé quand même dans son approche. Donc il y a quand même un respect
de la femme qui est là. En tout cas, que moi, je n'ai pas rencontré. Après, il y a une association qui s'appelle les Femmes du Tourisme, dont j'ai fait partie quelques années, qui porte un peu le bon message aussi pour faire évoluer les choses, pour que plus de femmes accèdent à des postes de dirigeants. Moi, je pense que ça ne concerne pas que le milieu du tourisme. Au final, c'est un sujet assez global et mondial qu'il faut porter. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des femmes qui deviennent dirigeantes. C'est une autre façon d'appréhender les choses, d'appréhender la relation avec les collaborateurs, la relation à la négociation. Donc oui, j'espère que ça sera... qu'on n'en parlera plus en fait dans quelques années, que ça soit plus un sujet en fait. Ouais. Voilà, exactement. Merci Laura, merci José. Avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt.